faut que je choisisse un sac pour mon voyage. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de sacs. En fait, j'ai même une passion inexplicable pour les sacs. J'en ai acheté des dizaines, j'en ai vendu la moitié, mais il m'en reste encore plein. Donc ma question est simple, parmi tous ces sacs, c'est quoi le meilleur pour un voyage de 3 semaines au Costa Rica? Pas trop petit, pas trop gros. J'ai pris l'habitude de voyager avec des sacs cabines, et une fois qu'on a goûté à ce luxe, c'est très difficile de revenir en arrière. J'ai des sacs que j'ai beaucoup aimés, que j'ai fini par laisser tomber, parce que j'ai fini par leur trouver des défauts. Des sacs qui m'ont accompagné pendant des grands voyages, mais qui sont pas forcément les plus élégants. Et puis j'ai des sacs que j'ai achetés il y a très longtemps et que j'ai quasiment jamais utilisés. Comme par exemple ce sac The North Face, qui est super confortable, qui a la pochette pour mettre l'ordinateur, qui est plutôt élégant, totalement waterproof et qui sera parfait pour un voyage dans un pays chaud. Tu seras pas étonné si je te disais que j'ai failli racheter un nouveau sac juste pour ce voyage. Et puis je me suis ressaisi et je me suis dit que dans ma pile de sacs qui encombrent mes placards, il devait bien y en avoir un qui serait idéal pour ce voyage. Cette semaine, je vais remplir mon sac, je vais te montrer ce que j'emmène pour un voyage de 3 semaines à l'autre bout du monde. J'ai pas honte de le dire, je vais déserter le Covid, je vais déserter le mauvais temps. J'en ai ras-le-bol de tout ça, j'ai qu'une envie, c'est de partir tout seul en baroudeur au soleil. Bon bah aujourd'hui il fait un temps gris et glacial et ça tombe bien parce que ça me donne très envie de partir. Ça me donne très envie d'aller au soleil, d'aller sur des plages. Et donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais préparer mon voyage. Alors généralement je prépare pas grand chose dans le sens où je me fais pas d'itinéraire. J'aime bien voir au jour le jour, une fois sur place, ce que j'ai envie de faire et où est-ce que j'ai envie d'aller. Par contre, je mets des points sur la carte. Et là, ce qui m'intéresse le plus au Costa Rica, c'est les plages. Donc je vais aller faire quelques petites recherches, trouver des plages paradisiaques et les mettre sur ma carte. Ok, je crois qu'on commence à avoir quelque chose. Voici ma carte du Costa Rica. Comme tu vois, carte très précise, itinéraire parfaitement détaillé. Pas du tout. Là, il y a un hôtel de luxe que j'ai repéré qui avait l'air sympa. Là, il y a une plage de surfeurs. Je surfe pas, mais je me dis que ça peut être marrant. Sur cette partie du pays, il y a des petites plages isolées où il y a personne et on peut faire de super vidéos. Là, c'est des plages qui sont assez différentes parce que c'est les plages des Caraïbes. Là, on a les tortues. Là, on a la Cloud Forest. C'est une jungle qui est littéralement dans les nuages. Et enfin, ici, on a notre objectif, qui est la fameuse Playa Manuel Antonio. Alors maintenant que j'ai mon permis, j'aurais pu louer une voiture, mais je pense pas que je vais le faire. Parce que j'aime bien en fait voyager en bus, parce que dans un bus tu fais ce que tu veux. Tu peux lire, tu peux bosser, tu peux faire des images, et finalement quand tu arrives à destination, t'es beaucoup moins fatigué que quand t'as conduit pendant 3 ou 4 heures. En fait j'ai remarqué un truc, c'est que la conduite me fait à peu près le même effet que quand je passe des heures à scroller sur Facebook. Ça me fatigue mentalement, ça abîme ma créativité, et quand j'arrive à destination, je me sens plus bête. Il se trouve que le Costa Rica est bien doté en bus. Presque chaque endroit que j'ai mis sur la carte se trouve à côté d'une ville. Dans chacune de ces villes, il y a des gares routières. Et je vais faire exactement comme ce que je faisais en Asie lors de mes premiers voyages. À chaque fois que j'arrive à un endroit, je me renseigne sur les prochains départs, où est-ce que vont les bus, et je prends un ticket pour le lendemain. Je pense que voyager en bus est fortement sous-coté. Moi, j'en garde un très très bon souvenir. Puis si à un moment, pour aller à un endroit bien précis, j'ai besoin de louer une voiture, je me prendrai une petite Jeep, et comme ça, j'irai vraiment où je veux. J'ai remarqué un truc, c'est que les gens ont tendance à surpréparer leur voyage. Moi aussi, je faisais ça au début, mes premiers voyages, je voulais que tout soit parfait, je voulais pas me tromper. Et finalement, je me suis rendu compte que quand on laissait une part de hasard, quand on s'autorisait à partir sans vraiment savoir ce qu'on va faire, sans vraiment savoir combien de temps on va rester, ça ouvre la porte à un voyage beaucoup plus riche et plein de possibilités. Parce que ça arrive très souvent qu'une fois sur place, on se rende compte qu'en fait un endroit nous plaît plus que les autres et on a envie de rester plus longtemps dans cet endroit. Ça nous arrive aussi de nous dire finalement cet endroit-là, je suis pas fan, donc j'ai envie de repartir plus tôt. Parfois on a envie de faire que des plages. Parfois on a envie d'explorer le continent, parfois on a envie d'aller à la montagne ou de faire du sport. Et ça c'est très difficile de le savoir à l'avance. C'est souvent sur place qu'on se rend compte parce que on peut pas vraiment s'imaginer ce que c'est que d'être dans un pays, dans un environnement non familier,
avant d'y être vraiment. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils qui rendent le voyage tellement plus facile. On a un petit ordinateur de poche toute la journée avec nous, sur lequel on peut planifier nos itinéraires, se renseigner sur les endroits à visiter, on peut réserver des hôtels, on peut réserver des moyens de transport, on peut organiser tout son voyage au jour le jour avec un smartphone. Parfois, il suffit d'aller à la gare routière, de prendre un bus qui va dans une destination complètement aléatoire et on découvre des endroits sur lesquels très peu de touristes sont déjà mis les pieds. Là, on vit des expériences authentiques, on rencontre des gens extraordinaires et on se fait des souvenirs de voyage qui n'ont rien à voir avec les souvenirs qu'ont tous les autres touristes qui ont suivi les sentiers balisés. Pendant ce voyage, non seulement je vais faire des vidéos, mais je te réserve une petite surprise dont je te parlerai à la fin de ce vlog. En attendant cette semaine, l'objectif, ça va être de remplir ce sac. Je reçois quelques petits accessoires dans les prochains jours que je vais déballer devant toi. C'est ma partie préférée. J'adore faire mon sac de voyage, choisir chaque élément que tu prends, prendre des objets qui sont à la fois légers, pratiques, optimisés, des choses que je vais aimer avoir avec moi en voyage et qui vont pas m'encombrer. Et si ça t'intéresse d'aller plus loin sur le voyage minimaliste, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps dans laquelle je déballe tout ce que je mets dans mon sac ultra léger quand je pars en voyage pour quelques jours. Elle va s'afficher ici. Là, je vais prendre un sac un peu plus gros parce que j'aimerais voyager avec un peu plus de confort. Le voyage pour moi est la meilleure incarnation de la liberté. Je sais qu'on s'éloigne de ma thématique habituelle qui est le business en ligne, le web marketing. J'ai envie de te parler de ce que j'aime. Le voyage est une de mes passions. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pu me faire un vrai voyage avec l'année de merde qu'on a vécue. Cette fois-ci, je vais t'emmener avec moi et prépare-toi à découvrir la liberté façon Antoine BM. On est mardi. Aujourd'hui, j'ai rien de spécial à faire. Il fait beau. Je vais chez le coiffeur. Il y avait un appart à louer dans cet hôtel particulier, très beau, malheureusement il est parti. On a visité un appart la semaine dernière justement qui nous a énormément plu. On a déposé un dossier, normalement on devrait avoir une réponse cette semaine. Et je t'avoue que je suis un peu stressé parce que je suis pas sûr qu'on arrive à retrouver un appart comme ça. C'est vraiment un super appart à un prix vraiment intéressant en plus. Tu te demandes peut-être pourquoi j'ai fait le choix de rester à Paris alors que je pourrais vivre en fait où je veux quasiment dans le monde et où j'ai pas de contraintes géographiques. Il y a plein de gens pour qui Paris c'est l'enfer sur terre et je vais t'expliquer, mais juste avant il faut que je fasse quelque chose pour mes cheveux là. Voilà qui est mieux. La première raison pour laquelle je vis à Paris, c'est que c'est une belle ville. C'est peut-être pas le plus important pour tout le monde, mais pour moi, l'esthétique c'est primordial. Vivre dans un endroit que je considère comme beau, c'est important. Voilà, c'est important et c'est pour ça qu'il y a plein de villes, notamment Dubaï, dans lesquelles je ne me verrais pas vivre parce que je les trouve pas belles. J'ai failli m'installer à New York l'année dernière pour cette raison aussi, c'est que je trouve que c'est une ville magnifique. La deuxième raison pour laquelle je veux rester à Paris, c'est que c'est là où ça se passe. Et je suis à une période de ma vie aujourd'hui où j'ai envie d'être là où les choses se passent. J'ai envie d'être là où sont les gens, j'ai envie d'être là où il y a de l'action. Et j'ai pas envie de m'isoler, d'être perdu dans un coin paumé où il n'y a jamais personne qui vient. Je pense que beaucoup de gens ont une image négative de Paris parce qu'ils n'ont pas vécu dans les bonnes conditions. Ils n'ont pas vu Paris sous son meilleur jour. En fait, beaucoup de gens qui vivent à Paris, vivent pas vraiment à Paris, ils sont en banlieue, ils doivent prendre le métro bondé tous les matins, ou alors ils sont bloqués dans le périph' pendant des heures. Mais quand tu as la possibilité en fait de vivre dans un beau quartier de Paris, quand tu as la possibilité de choisir tes horaires et pas de tout le temps être dans le rush et dans la foule, en fait l'expérience pour moi de Paris est assez proche du cliché que peuvent avoir les étrangers quand ils imaginent Paris. Une ville belle, une ville historique et une ville romantique. Avant dans les villes, il y avait deux types de nuisances principales. Il y avait les usines qui polluaient beaucoup et puis il y avait la saleté, la maladie. Aujourd'hui ça a changé. Les principales nuisances dans les villes, c'est les travaux et les voitures. Les travaux, on peut rien y faire parce qu'une ville c'est en perpétuelle reconstruction et il y aura toujours des travaux. Mais les moteurs qui font du bruit et qui polluent, ça on peut y faire quelque chose. Et moi je suis content que Paris ait pris cette décision et aille dans cette direction-là, de vouloir réduire la place de la voiture. Moi j'ai grandi à Paris
C'était pas la même ville. La voiture était reine à l'époque. Aujourd'hui, c'est en train de changer. Et je pense que Paris n'est pas une ville, ça aurait jamais dû être une ville à voiture en fait. Il neige, c'est un truc de fou. La semaine dernière, il faisait 27 degrés et aujourd'hui, il neige. C'est incompréhensible. Paris, c'est un décor de cinéma. Et si tu me crois pas, laisse-moi te montrer ça. Là, on a les ateliers des bouquinistes, sauf que dans celui-là, il n'y a pas des livres. Il y a des spots lumineux qui servent à une seule chose: éclairer Notre-Dame. Paris. On est mercredi, aujourd'hui j'ai reçu un colis et je sais ce que c'est. C'est un rapport avec mon voyage et tu vas probablement me prendre pour un mec bizarre. Pourquoi? Parce que ce colis, c'est une liseuse Kindle, et une liseuse Kindle, j'en ai déjà une. Et non seulement j'en ai déjà une, mais j'ai la version au-dessus de celle que j'ai achetée. En gros, ça c'est la Kindle Paperwhite, ça doit coûter quelque chose comme 120 ou 130 €. Et ça c'est la Kindle Oasis, que j'ai achetée il y a 2 ans pour environ 250 €. Et je déteste la Kindle Oasis, voilà. Je l'ai achetée parce que c'était la plus chère, et je me suis dit comme je lis beaucoup sur Kindle, ça vaut le coup. Mais en fait, je la déteste. Voilà. Je l'aime pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est en métal, donc c'est froid. Et le soir, quand tu lis dans ton lit, c'est vraiment pas agréable de tenir un truc en métal tout froid dans tes mains. Ensuite, pour cette espèce de forme ergonomique bizarre qui sert en fait à le tenir à une main, sauf que moi souvent je préfère tenir mon livre à 2 mains, ce qui fait que c'est complètement déséquilibré et surtout ils ont dû rogner énormément d'espace sur la batterie. Le grand avantage du Kindle, c'est que la batterie tient 1 semaine. Là, ça tient 3 jours quoi. Et dans la dernière version du Kindle Paperwhite, on a une fonction qui moi m'intéresse beaucoup, c'est qu'il est waterproof, donc résistant à l'eau. Ça veut dire que je peux lire dans mon bain, ça veut dire que je peux lire dans une piscine, et comme je vais probablement avoir accès ces prochains jours à une baignoire ou à une piscine, pour moi c'est un vrai avantage. Regarde comme il est beau. Il y a une espèce de revêtement mat au dos qui est super confortable, il est parfaitement Il est parfaitement équilibré quand on sait le positionner correctement. Je ne vais pas refaire le truc. Acheter un Kindle, en vrai, c'est plutôt un bon investissement. D'abord, quand on voyage, c'est indispensable, parce que je ne vais pas me trimballer avec des gros bouquins. Enfin, ça change tout de pouvoir avoir tous les bouquins que tu veux sur un livre comme ça. Et surtout, de pouvoir trouver aussi les bouquins que tu veux à l'étranger, parce qu'au Costa Rica, à mon avis, c'est pas là où il y a les plus grandes librairies du monde. Et c'est plutôt un bon plan économiquement, parce que c'est vraiment pas très cher. Là, j'en ai eu pour 120 €. Et les livres ensuite que tu achètes en version numérique sont souvent nettement moins chers qu'en version papier. Surtout quand tu les prends en anglais. Ça, c'est des packing cubes. C'est tout simplement des pochettes dans lesquelles on met ses vêtements qui sont compressibles et ensuite qui sont plus faciles à ranger dans un sac. C'est l'entreprise Peak Design qui fait ça et d'après les retours des clients, c'est les meilleurs packing cubes commercialisés en ce moment. Bon bah aujourd'hui j'ai rien à faire. Avant le Covid, j'avais des activités, quoi. J'allais à la salle de sport, j'allais faire les magasins. Comme je me suis organisé pour avoir pas besoin de travailler beaucoup, bah ce matin j'ai écrit mon mail. Qu'est-ce qu'il me reste à faire, quoi? J'ai pas de formation à créer cette semaine. Je peux filmer pour le vlog, mais comme j'ai rien à faire, j'ai rien à montrer. Donc je me balade, voilà. Et ça caille en plus. Je sais que ça peut paraître ridicule, parce qu'il y a tellement de gens qui arrivent pas à trouver du temps dans leur journée. Moi j'ai le problème inverse. J'ai trop de temps libre. Là aujourd'hui j'ai rien à faire. Donc je me balade, je fais un peu de sport, bon je sais pas. Mais là je suis tout seul chez moi aujourd'hui et je n'ai rien à faire. Rien du tout. J'ai une question de Victoire. Salut Antoine, j'espère que ça va. Alors ma question c'est par rapport à ton entourage, à tes proches. Est-ce qu'ils t'ont soutenu de A à Z? Est-ce que tu as eu des difficultés dans tes relations? Est-ce que ils
qu'ils étaient là quand on avait besoin ou juste là pendant les moments de réussite. Parce que c'est bien d'y arriver seul, mais c'est aussi mieux quand ton entourage est là pour t'aider. Et c'était pour savoir quel est le rôle et la place que tes proches et ton entourage occupent dans ta vie professionnelle. Alors c'est une excellente question. Moi quand je me suis lancé, j'avais 17 ans. Quand je me suis lancé sur internet avec l'objectif d'en vivre. C'était un projet qui était très personnel, j'en parlais pas énormément, mais mes parents étaient quand même au courant de ce que je voulais faire, et c'était difficile pour eux de me soutenir. Et je tiens à être clair, c'est que je leur jette pas la pierre. Je pense qu'à leur place, je me serais pas soutenu non plus. Parce que finalement, qu'est-ce que eux voient de leur point de vue? Ils se disent ok, Antoine il a souvent des lubies. Sa dernière lubie c'est de monter un business en ligne. Il a jamais rien fait de comparable avant. C'est quand même assez improbable. En plus c'est un milieu qu'ils connaissent pas du tout. Mes parents connaissaient pas ce métier avant. Ils savaient pas comment ça marche. Donc ça paraît extrêmement hasardeux en fait. Et je pense que si j'avais un enfant et qu'il me disait papa mon rêve c'est de devenir acteur de cinéma, et que c'est un truc dont il m'a jamais parlé avant, ça a l'air juste d'être sa dernière lubie, je pense pas que je lui dirais oui vas-y tu peux le faire, tu vas y arriver, abandonne tout et passe tes journées à faire ça. Est-ce que c'est bien d'encourager quelqu'un quand au fond de soi on est persuadé que cette personne va échouer? Et c'est pour ça que je jette pas la pierre à mes parents de pas m'avoir encouragé dans cette voie, parce que je comprends tout à fait que eux n'y croyaient pas, et que comme eux n'y croyaient pas, ça aurait été malhonnête de me dire que j'avais toutes les chances d'y arriver. Par contre, ce qu'ils m'ont offert, c'est qu'ils m'ont offert une grande liberté. Ils m'ont laissé expérimenter. Moi, je leur demandais rien d'autre que ça à mes parents. Je voulais juste qu'ils me foutent la paix et qu'ils me laissent bosser sur mes projets et qu'on me mette pas de bâton dans les roues. Évidemment qu'une fois que t'as réussi, les gens te regardent différemment. Et c'est trop facile de revenir comme ça et de dire « Ah ah, personne croyait en moi et maintenant que j'ai réussi, vous revenez ». Évidemment que personne croyait en toi. Ce métier est nouveau, inconnu pour la plupart des gens. La promesse de liberté et d'abondance financière qu'il peut apporter est beaucoup trop alléchante pour être crédible par la plupart des gens. Et la seule façon de prouver aux gens que tu peux le faire, c'est de le faire. Il n'y a pas 50 000 façons. Il faut accepter que les gens n'y croient pas. Il faut bosser dans ton coin, il faut réussir à te motiver par toi-même, et je sais que c'est dur, mais il faut y arriver, et c'est seulement une fois que tu auras tes premiers résultats que les gens vont commencer à croire en ton projet. Et c'est normal. Dans combien de projets moi je me suis lancé avec aucun résultat? Évidemment qu'on teste plein de trucs et qu'on abandonne. C'est le propre de l'entrepreneur, c'est normal, on expérimente, on se cherche jusqu'à trouver notre voie. Et on peut pas demander aux gens de nous suivre à 100% dans chacune de nos lubies, dans chacune de nos expérimentations. On peut pas demander aux gens de deviner qu'est-ce qui est sérieux et qu'est-ce qui ne l'est pas. Je pense que le plus important, c'est pas que les gens te soutiennent au début. Le plus important, c'est justement une fois que tu as réussi, que les gens t'acceptent. Parce que finalement, quand tu as réussi ton projet et que ça devient ta vie, que les gens l'acceptent, c'est très important. Parce qu'en acceptant ton projet, en acceptant ta passion, ils acceptent qui tu es. Pour répondre à la deuxième partie de ta question, est-ce que mes proches s'impliquent aujourd'hui dans mon activité? Quelle est leur place? Au début, c'était une activité pour moi. Cette entreprise, ces vidéos YouTube, ces contenus que je créais, c'était mon bébé, c'était mon projet, c'était à moi. J'avais du mal en fait à le partager avec des gens. Et finalement, ça créait pas mal de problèmes, notamment dans mon couple, parce que j'avais l'impression que mon copain, qui est ensuite devenu mon mari, il pouvait pas vraiment comprendre, il pouvait pas vraiment se mettre à ma place. Et donc, j'avais vraiment ce sentiment de solitude. J'ai cette passion débordante pour ce projet et je peux la partager avec personne de mon entourage proche. C'est le truc le plus important de ma vie, mais il faut que je le garde pour moi. Et puis un jour, je me suis dit qu'on allait essayer autre chose. Il était pas vraiment satisfait dans ses études et je lui ai dit « Ok, si tu veux, tu peux bosser avec moi. Devenir salarié de mon entreprise. » Il a accepté. Et je sais que pas mal de gens déconseillent de travailler en couple parce qu'ils disent que ça cause plein de problèmes. Et je pense que ça poserait problème dans notre cas si on travaillait ensemble. Mais c'est pas le cas, on travaille pas ensemble. On travaille chacun de notre côté sur des missions qui sont différentes, mais on travaille pour le même objectif. Un couple, ça sert à faire des projets. L'avantage de travailler en famille ou travailler en couple, c'est qu'on avance tous dans la même direction, on peut célébrer les victoires et s'entraider pendant les moments d'échec. Et ça, c'est très important. Alors moi, c'est un cas particulier, toi c'est peut-être différent, peut-être que si t'es en couple, la personne avec qui tu vis n'a pas forcément envie de tout abandonner pour travailler avec toi, peut-être que ton entreprise est pas à un niveau suffisamment important pour que tu puisses embaucher des gens de ta propre famille et c'est pas forcément ce que t'as envie, mais tu peux le faire à plus petite échelle. En fait, l'idée c'est d'impliquer les gens dans ton projet. Et ça peut être simplement en leur demandant conseil ou en leur demandant leur avis. Tu vas pas leur demander conseil sur des choses qu'ils maîtrisent pas, mais tu peux leur demander conseil sur des choses toutes simples, te dire s'ils trouvent que ton logo est bien,
bien, te demander s'ils aiment bien cette musique pour ta dernière vidéo. C'est la meilleure chose à faire pour impliquer les gens. C'est de leur montrer que leur avis compte, qu'on a besoin d'eux. Moi, tu sais, je suis pas un fanat des structures managériales classiques. Je pense qu'on perd énormément de productivité dans les entreprises parce qu'on traite les salariés comme des enfants désobéissants. En gros, on part du principe que c'est des gros flemmards, qu'il faut être sur leur dos H24, qu'il faut contrôler tous leurs faits et gestes, qu'il faut s'assurer qu'ils soient bien le cul vissé à leur chaise de bureau de 9h du matin à 17h et que surtout ils grappillent pas une minute sur la pause déj. Et je pense que en infantilisant les gens, ils finissent par se comporter comme des enfants. Je l'ai vécu quand j'étais stagiaire dans une entreprise, on était tous sur Facebook à l'instant où le patron avait le dos tourné. Et moi dans ma boîte, j'ai pas envie de jouer à ça. Ce que je fais, c'est que chaque personne dans ma boîte a une mission bien particulière. Chacun sa mission, chacun ses responsabilités. Et ce que j'ai découvert, c'est que en bossant comme ça, les gens prennent leur travail au sérieux. Ils se comportent pas comme des enfants, mais comme de mini chefs d'entreprise. Si je devais donner un nom à cet effet, j'appellerais ça l'effet mère de famille. Une mère de famille, elle a pas besoin qu'on contrôle ses heures pour voir si elle s'occupe bien de ses gosses. Elle le fait instinctivement parce que c'est sa mission. Je dis une mère de famille, mais ça peut tout à fait être un père de famille aussi. Elle sait ce qu'elle doit faire et elle le fait, elle a pas besoin de demander l'autorisation à personne, et c'est ça qui est beau. Donc moi aujourd'hui, je suis très content d'avoir impliqué mon mari dans mon activité. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'a pas du tout nui à notre relation, au contraire. Si tu as un projet qui compte pour toi, alors ça peut t'aider d'impliquer tes proches parce que c'est en les impliquant que tu vas obtenir leur attention et leur soutien. Si j'étais à ta place, je n'attendrais pas des gens qui me soutiennent par défaut dans tous mes projets et dans tous mes délires. Je pense pas que ça va t'aider d'avoir des gens qui te soutiennent juste pour être gentils mais qui ne croient pas à ton projet. Je pense que ce qui va t'aider, c'est d'y croire toi-même et de travailler dur pour le réaliser. Direction l'Hôtel Dieu, je vais faire un test PCR. C'est pas obligatoire pour partir au Costa Rica, mais je préfère par acquis de conscience. On est vendredi, je pars après-demain et j'ai fait mon sac, donc mon sac est presque prêt. Et j'aurais te montrer un petit peu ce que j'emmène. Alors tu vois, toutes mes affaires tiennent là-dedans. C'est un petit sac qui passe évidemment en cabine, c'est un sac que tu peux mettre devant tes pieds quand tu prends le bus. Donc c'est très pratique. Malgré tout, c'est pas un mini sac comme j'ai pu voyager par exemple pour mon dernier voyage à Dubaï, qui était un petit sac de 10 litres. Là, j'ai pris un sac un peu plus gros parce que je pars plus longtemps et j'ai envie d'avoir cette petite touche de confort en plus qui vaut le coup de se trimballer un sac un peu plus gros sur le dos. Et je vais te montrer exactement ce que ça veut dire pour moi, la touche de confort en plus. Déjà là-dedans, il y a tout mon matos tech, c'est-à-dire que là-dedans, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour faire des vidéos. Ma caméra principale, ça va être ça. Je vais aussi utiliser mon iPhone, j'utilise toujours mon iPhone, notamment quand je filme dans la rue un peu à l'arrache. Mais ça, c'est le Sony ZV-1 avec la petite bonnette anti-vent dessus. Quand je vais avoir besoin de capter un meilleur son, je vais utiliser le petit Rode Wireless Go 2. Ma deuxième caméra, ce sera mon iPhone. Et ma troisième caméra, je te l'ai présenté il y a quelques jours, c'est l'Insta360. C'est la petite caméra microscopique que tu peux littéralement attacher comme ça sur ton t-shirt. C'est aussi une caméra qui va dans l'eau, notamment avec ce petit accessoire qui permet de la tenir dans l'eau, donc ça peut être rigolo. Là, on a une petite lampe. Et cette petite lampe, j'ai hésité à la prendre parce que généralement, j'essaie de me débrouiller avec ce que je trouve sur place. Maintenant, j'ai souvent le problème le soir quand je vais me filmer dans les hôtels de ne pas trouver une bonne source lumineuse. Soit la lumière vient du plafond et ça fait une lumière absolument dégueulasse, soit c'est des petites lampes de chevet qui sont pas assez puissantes. Ça, c'est Joby qui fait ça. C'est une petite lampe LED qui est super puissante et qui suffit largement pour s'éclairer le soir dans une chambre d'hôtel. Elle est waterproof, on peut la fixer directement sur l'appareil photo avec une prise cold shoe. Et un autre gros avantage, c'est qu'on peut la recharger en sans fil. Là, j'ai les batteries de rechange avec le chargeur pour mon appareil photo. Là, j'ai un petit trépied Joby GorillaPod. Là, j'ai mon petit disque dur externe sur lequel je monte les vidéos. Je vais probablement changer, ajouter 2-3 trucs. J'ai ma trousse de toilette. Alors pareil, elle n'est pas complètement remplie, il me manque 2-3 trucs. Un petit rasoir de voyage, un petit shampoing, une petite crème solaire, je vais recevoir aussi un petit anti-moustique indispensable pour là où je vais, une petite brosse à dents pliable, coupe-ongles, Doliprane, et ça c'est une petite lessive en lingette, très pratique pour faire sa lessive dans le lavabo de la chambre d'hôtel quand tu ne trouves pas de lavomatique. Bon, on en arrive à une des raisons pour laquelle je voulais prendre un sac un peu plus grand, la fameuse petite touche de confort en plus.
les tongs. Dans un pays chaud, quand t'arrives dans un hôtel et que tu veux aller te poser à côté de la piscine, devoir remettre tes baskets avec lesquelles t'as marché toute la journée, c'est pas forcément le truc le plus agréable. Enfin, j'ai mon sac de vêtements. Alors tu vois, tous mes vêtements là pour 3 semaines tiennent là-dedans. J'ai 4 changes de chaque vêtement, ça veut dire que je peux tenir pendant 5 jours avec les vêtements que j'ai sur moi. Alors ce qui est bien avec cette pochette Peak Design, c'est qu'elle est compressible. Donc si on ouvre ça, voilà, on peut l'ouvrir très rapidement juste en faisant ça. Alors dedans j'ai mes caleçons Icebreaker. Ces caleçons sont incroyables, il n'y a jamais besoin de les changer, ils sont éternels. Ça c'est un petit sweat très léger que j'ai commandé chez une marque que j'aime bien qui s'appelle Fjällräven. Pull très léger, polyester, ça sèche vite, ça prend pas beaucoup de place. C'est parfait pour un pays chaud. J'ai des petites chaussettes taille basse qui prennent pas beaucoup de place que j'ai acheté sur Amazon, c'est la marque Lacoste, je sais même pas si c'est des vrais. Alors j'ai pris 2 maillots de bain. Normalement je fais jamais ça parce que j'essaie d'avoir aucun doublon, mais là je l'ai fait pour une raison simple, c'est que j'ai pas de shirt. Je vais pas voyager en shirt, je vais voyager avec ce pantalon, alors pareil de la marque Fjällräven. C'est un pantalon un peu baroudeur, je pense que c'est bien pour un pays chaud où il peut y avoir potentiellement pas mal d'humidité, pas mal de moustiques. Une des raisons aussi pour lesquelles maintenant dans les pays chauds je préfère être en pantalon plutôt qu'en shirt, c'est que j'ai remarqué en fait que la plupart des locaux n'étaient pas en shirt. Le shirt c'est vraiment un truc de touriste. Et moi j'aime bien me fondre un peu dans la masse, j'ai pas envie d'avoir le tampon touriste marqué dessus. Je préfère qu'on pense que je suis un expatrié par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de voyager. Alors évidemment je vais pas partir dans un pays chaud avec un jean ou avec un pantalon épais. Il y a des pantalons qui sont super légers, c'est le cas de celui-là. Tu vas en trouver des biens chez Decathlon, si tu veux des modèles un peu plus premium, va au Vieux Campeur ou achète-les directement sur internet. On en arrive à mes 2 maillots de bain. Alors ça c'est un maillot de bain de la marque Seagal, c'est une marque française assez neuve qui fait des maillots de bain très confortable en fait que tu peux porter même toute la journée en shirt. Donc je voulais un shirt de bain parce que je me suis dit si sur place j'ai vraiment envie de mettre un shirt, si par exemple je suis dans un hôtel et j'ai pas envie, je sais pas, d'aller à la plage ou d'aller au bord de la piscine en pantalon, dans ce cas là je mettrais ça. Et puis j'ai aussi un petit maillot de bain qui cette fois-ci est beaucoup plus compact, format boxer, que en fait je pense je prendrais avec moi quand j'irai me balader, aller dans une réserve naturelle ou aller sur une plage. Au cas où j'ai envie de me baigner, j'ai la possibilité de me baigner. Il y a une petite poche comme ça à l'avant zippée qui permet en fait de mettre par exemple une clé pour sécuriser tes affaires par exemple sur la plage, j'en sais rien. Je trouve que c'est super pratique et j'ai déjà utilisé pas mal de fois. J'ai un polo Fjällräven et j'ai 3 t-shirts d'une marque que j'aime beaucoup pour les t-shirts qui s'appelle Ministry of Supply et qui fait des t-shirts techniques. Ils sèchent beaucoup plus vite, ils évacuent la transpiration. Et ça change tout, dans un pays chaud, tu peux porter ça toute la journée, ça va pas être imbibé de sueur, tu vas pas avoir envie de le cramer tellement ça pue. Ça sèche plus vite aussi que le coton, donc si tu fais des lessives dans ton lavabo, c'est bien pratique. Et puis enfin, j'ai une chemise de la même marque, Ministry of Supply. C'est une chemise incroyable parce que c'est une chemise qui n'a pas besoin d'être repassée. Tu peux la laver dans le lavabo de ta chambre d'hôtel, la faire sécher et elle va être comme neuve, il n'y aura pas un pli dessus. Alors en termes d'accessoires, j'ai quelques petites choses. J'ai pris des dollars américains que j'avais ramenés de mon voyage aux États-Unis parce que là-bas, la plupart des paiements se font en dollars, même s'il y a une monnaie locale qui s'appelle le colon. J'ai une deuxième carte bancaire au cas où. Toujours voyager avec une deuxième carte bancaire que tu vas ranger au fond de ton sac au cas où tu perds la tienne ou tu te fasses voler la tienne ou la tienne soit bloquée, ça peut te sauver. Et enfin, mon permis international. Alors si tu as ton permis de conduire, il faut savoir qu'il n'est pas forcément valable dans tous les pays. Souvent, on te demande en plus d'avoir ce permis international. Tu peux le faire hein, il suffit de le demander sur internet, c'est très facile. Et quand tu voyages, il faut toujours voyager avec les deux, donc avec le permis international et ton permis normal. Pour les petits accessoires, je vais évidemment prendre mon Kindle pour la lecture et cette montre. Alors je vais pas prendre mon Apple Watch parce que j'ai envie de voyager un peu en baroudeur. Et dans ces cas-là, quand je voyage seul, que je prends le bus, tout ça, j'évite d'avoir le moindre signe de richesse sur moi. J'ai ma vieille Casio G-Shock qui m'a accompagné pendant mes premiers voyages. J'adore cette montre. Un peu de papier, un stylo pour noter le plan de mes vidéos. Alors ça, c'est des cartes de visite qui sont très utiles en fait quand tu arrives dans un hôtel et que tu as besoin que l'hôtel te fasse une facture pour ta société. Il suffit de donner ta petite carte de visite, comme ça il peut compléter la facture. Enfin, il reste le plus important et sans ça, mon voyage finalement ne servira à rien et c'est ma fameuse photo de la Playa Manuel Antonio qu'il faut absolument que je trouve. Bon, une dernière chose qui va être un petit peu nécessaire pour y aller, c'est mon passeport, bien évidemment. Et bien sûr, mon MacBook Air sur lequel je travaille, j'écris mes mails et je monte 100% de mes vidéos. Alors reste un petit problème, et ce problème-là, c'est le petit sac. Quand tu voyages avec l'intention de barouder de bus en bus,
C'est toujours mieux d'avoir un sac à dos que de te trimballer avec une valise. T'as très vite l'air con à traîner ta valise sur un chemin en terre, ça fait gros touriste. Le problème quand tu prends un sac à dos, c'est que comment tu fais quand tu arrives sur place et que t'as juste envie de te balader avec ta caméra ou une bouteille d'eau dans ton sac et que t'as pas envie de prendre ton gros sac de voyage pour ça. Ce que je fais moi dans ces cas-là, c'est que je prends un petit sac. Sauf que un petit sac plus un gros sac, bah c'est chiant, parce que comment tu fais pour te trimballer les deux? Tu mets le gros sac dans le dos, tu mets le petit sac à l'avant, et tout le monde t'appelle Franklin la tortue. Ou alors tu essayes de plier ton petit sac et de le fourrer dans le sac à dos, et ça prend une place de malade mental. Ou alors, tu réfléchis et tu prends pas de petit sac. Tout va bien. Et c'est le choix que j'ai décidé de faire. Je me suis dit qu'une fois sur place, j'aurais pas besoin en fait de tout cet espace. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le site de ma marque préférée, Fjällräven de je sais pas quoi, et je me suis commandé un sac banane. Le problème, c'est qu'il arrive samedi, dernier jour avant mon départ. Si je le reçois pas samedi, je suis dans la merde, j'ai pas de petit sac. Donc je l'ai aussi commandé sur le Click and Collect du BHV, qui est le grand magasin qui vend des sacs pas loin de chez moi. Si je reçois pas le sac de Fjällräven samedi, alors j'irai chercher le même sac chez BHV. Donc c'est un sac banane, et je me suis dit, il est temps de réhabiliter le sac banane. Alors c'est en train de revenir un peu à la mode, les gens le portent comme ça, je sais pas pourquoi. Le sac banane, c'est génial! C'est le truc le plus pratique du monde pour voyager. Ça permet d'avoir son gros sac à dos derrière, le petit sac banane à l'avant, tout ce dont tu as besoin directement sous la main. J'espère que je vais le recevoir à temps. J'ai hâte de voir si ça fonctionne, si je peux mettre mes affaires dedans et si je peux voyager avec ça. Et si c'est le cas, c'est parfait, j'ai tout ce qu'il me faut, je suis prêt à partir. Voilà, en tout cas je te remercie, maintenant il faut que je range tout ce bordel, mais j'étais content de te le montrer. Je suis essoufflé parce que j'ai essayé de trouver un magasin ouvert à Paris, mais évidemment tout est fermé. J'ai commandé 2 sacs qui auraient dû arriver samedi, je pars dimanche et aucun des deux n'arrivera samedi. Donc je sais pas comment je vais faire. Bon, j'ai trouvé 2 sacs bananes qui pourraient correspondre avec une livraison garantie demain. Donc on va tester, j'espère qu'il y en a un qui fonctionnera. On est samedi, je pars demain et je sais pas ce qui s'est passé ce matin, ça n'a pas arrêté de sonner. J'ai reçu tous mes colis. J'ai reçu la banane que j'avais commandée de base chez Fjällräven. Finalement, elle est arrivée à temps. Et j'ai reçu toutes les autres bananes que j'ai commandées hier. Donc c'est du grand n'importe quoi. Donc on va transformer cette vidéo en unboxing de sac banane. Voilà, ça va être le thème du jour. Donc là, on a ça. On a aussi la ceinture, parce que j'avais besoin d'une ceinture un peu plus baroudeur que celle que j'ai. Je sais même pas ce que c'est que tous ces trucs-là en fait. Ça, c'est une petite batterie externe que je vais te montrer juste après. Ça, c'est les autres sacs bananes que j'ai acheté hier parce que je pensais que j'allais pas recevoir celui-là à temps. Du coup, j'ai l'embarras du choix. C'est n'importe quoi. Bon, je pense que je vais renvoyer en fait toutes celles que je vais pas garder. Ça, c'est mes chaussettes. J'avais oublié que j'avais commandé tout ça. Ça, c'est mes anti-moustiques de voyage. Ça, c'est une petite perche à selfie. Alors le mieux, c'est que je te montre tout ça en détail. Alors moi, j'adore les petits trépieds qui font à la fois trépied et perche à selfie. C'est une très longue perche à selfie. Et le petit plus de la maison, c'est qu'on peut le poser comme ça. J'ai plusieurs choix de trépied là à emmener. Il faut que ce soit petit, il faut que ça puisse rentrer dans le sac banane. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas un baume à lèvres, c'est une batterie externe en fait pour l'iPhone. Elle est vraiment toute petite, donc ça tiendra dans mon sac banane sans problème. Il n'y a pas besoin de câble. Donc comment on fait pour recharger l'iPhone avec ça? Il suffit d'enlever le petit capuchon. Et ça charge. Enfin, j'ai reçu ce petit stick anti-moustique. Donc globalement, voilà les choses que je vais avoir besoin de mettre dans mon sac banane. Mon petit appareil photo bien sûr, un petit trépied, ma petite batterie externe et la petite Insta360 que je t'ai présentée il y a quelques jours. Voilà les 3 sacs bananes que j'ai à ma disposition. J'ai le sac que je voulais mais qui s'avère peut-être être un peu trop petit. J'ai le Eastpak qui est un peu plus grand et qui je pense est un peu passe-partout. Et puis j'ai celui-là qui est pas forcément le plus élégant mais qui est le plus grand des 3. On va les tester tout de suite. Ok, est-ce qu'on va pouvoir faire rentrer tout mon matos? L'appareil photo, ça rentre. Ça rentre. La batterie externe, ça rentre. Et le trépied, difficilement. Là, j'ai toutes les affaires dont j'ai besoin. Alors maintenant, on a la Eastpak. Le trépied, il va pas rentrer. Alors cette fois-ci, on va commencer par le trépied. Il y a tout qui se ferme sans problème, ou presque. Je suis content parce que ça se concrétise. Maintenant, il faut que je réfléchisse encore un peu. Je suis pas sûr de celle que je vais prendre. Est-ce que t'es prêt pour un défilé de mode de sac banane?
je pense que je vais prendre celle que j'avais prévu d'acheter au départ, la Fjällräven. C'est clair que ça fait un peu vendeur de billets de tombola, mais c'est tellement pratique. J'ai mes caméras, j'ai mes trépieds, j'ai des poches supplémentaires. Ça t'évite d'avoir à trimballer le sac à dos qui te fait suer du dos, ça t'évite d'avoir à mettre un sac dans un sac et ça te permet de rester libre de tes mouvements. En fait, je suis même super content parce que regarde, je peux mettre mon Kindle. Je peux mettre mon Kindle en entier dans la banane tout en ayant mon appareil photo et tout le reste. C'est pas génial, franchement? Bon bah voilà, j'étais content de recevoir ce sac, ça m'a vraiment fait ma journée. Dans le vlog de cette semaine, j'ai essayé de faire un vlog un peu plus léger que d'habitude. Un peu amusant, te partager les choses que j'aime. Alors moi, le voyage, les accessoires de voyage, c'est ma cam. Il y a quelques années, j'étais encore étudiant, j'étais salarié aussi, j'ai fait des stages, j'ai bossé en alternance. J'ai vu ce que c'était qu'en fait être enfermé dans un boulot qui nous plaît pas. Alors ça a pas duré très longtemps, heureusement. J'ai tout fait dès que j'ai pu pour commencer à gagner ma vie par moi-même. C'était une obsession pour moi. C'était pas quelque chose où je me disais, ouais, ça serait cool si je pouvais gagner ma vie par moi-même, ça serait un petit plus, un complément de revenu. Non, c'était une question de vie ou de mort. Pour moi, c'était je peux pas être salarié, ça ne marche pas, je serais malheureux du début jusqu'à la fin. Et j'ai fait 3 mois de stage, 3 mois seulement, j'ai failli faire une dépression. La vie de salarié pour moi est une vie misérable. Ça veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, il y a des gens qui s'épanouissent là-dedans et c'est génial pour eux, mais c'est comme ça que je le vis. Et donc la liberté que j'ai construite grâce à mon business, parce que c'est ce business évidemment qui me permet d'avoir cette liberté financière et cette liberté géographique, je l'ai construit pour ça, je l'ai construit pour la liberté. Et en ce moment, on est dans une période où on est dans une telle spirale de négativité, de désespoir. Beaucoup de gens sont dans des situations très difficiles avec le Covid. Et on se retrouve en fait avec un sentiment d'impuissance en fait qui gangrène la société. Et c'est la pire chose en fait, le désespoir. Le jour où on est désespéré, on arrête d'essayer. L'espoir, c'est ce qui permet d'avancer, c'est ce qui permet d'entrevoir un avenir possible pour nous, c'est ce qui permet d'agir aussi pour notre avenir. Mais à partir du jour où on n'y croit plus, à partir du jour où on se sent complètement impuissant, à partir du jour où on pense que la seule chose qu'on peut faire pour changer notre vie, c'est faire pression sur le gouvernement, bah c'est fini quoi. Je pense que ce jour-là, on n'a plus aucune chance en fait de s'en sortir. On n'a plus aucune chance de prendre sa liberté par soi-même. Parce que prendre sa liberté, c'est pas si difficile que ça. Monter un business aujourd'hui sur internet, c'est pas si difficile que ça. Il y a énormément d'opportunités, et il y a énormément de gens qui finissent par y parvenir. Mais pour ça, il faut y croire. Pour ça, il faut garder espoir, et pour ça, il faut être convaincu qu'on a du pouvoir dans notre vie. Qu'on n'est pas impuissant. La personne la plus à même de changer ta vie pour le meilleur, la personne la plus à même de te rendre libre, la personne la plus à même de te rendre heureux, c'est toi. Et c'est pour ça que même si je te parle de voyage, et même si je te parle de gadgets, et même si j'ai envie de te faire sourire avec les choses qui me font plaisir, ma thématique, ça reste l'indépendance et la liberté. Parce que c'est le prérequis, en fait, pour avoir tout le reste. Et c'est pour ça que dans mes emails privés, je continue à parler de ce sujet-là. Comment construire une audience, comment créer du contenu qui inspire les gens, comment développer une clientèle, comment créer des produits et vendre ces produits à cette clientèle. Prendre sa liberté, c'est le début d'une nouvelle vie, une vie de choix et une vie de passion. Donc si tu veux apprendre avec moi à gagner ta vie sur le web, c'est le premier lien en description. Tu t'inscris, tu vas recevoir mes emails, j'en envoie presque un tous les matins. Et là, ce qui va se passer, c'est que en partant au Costa Rica, j'ai décidé de faire un peu plus de vidéos que d'habitude. À partir de mon arrivée là-bas, je vais reprendre les vlogs quotidiens. Je vais essayer de te partager ma passion pour le voyage, ma passion pour la liberté, comme je le faisais il y a quelques années quand j'étais en Asie. Te partager ce que j'aime et ce qui a changé ma vie. Pour pas rater ça, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Je te laisse le faire maintenant. Tu cliques sur le bouton s'abonner et comme ça tu pourras voir mes prochaines vidéos. J'espère que ce vlog t'a plu. On se retrouve très très vite dans les emails et les prochaines vidéos. Et surtout reste libre. Putain, il va pas bouger.